parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous sommes vendredi 18 juin 2021. Merci de nous rejoindre sur Espace TV et sur Radio Espace Guinée. Nous nous faisons le plaisir pour vous de décrypter l'actualité juste pour vous aider à mieux la comprendre. Bien évidemment, nous sommes vendredi. C'est le 5e numéro de la semaine. Merci d'être avec nous et de réagir au sujet. Vous le savez, vous allez le constater d'ailleurs. La bande défile juste en bas de votre écran. Vous pouvez interagir au sujet ici développé en nous écrivant au 657 39 13. Et si vous êtes à l'international, il s'agira juste d'ajouter l'indicatif, le 00224. Bien évidemment, vous pouvez nous écrire sur Twitter au hashtag Espace GG. Dans la deuxième partie de l'émission, nous nous ferons le plaisir de relayer vos différents messages. Alors, nous partons sur l'actualité, bien évidemment. La grève des étudiants guinéens vivant au Maroc qui a débuté le 1er juin se poursuit. Ces jeunes sont en colère. Ils comptent paralyser les activités de l'ambassade dès le 22 juin prochain. La SEGIM décide qu'à partir du 22 juin 2021, une suspension de tous les services consulaires de l'ambassade de la République de Guinée au Maroc à Rabat, et ce jusqu'à ce que les étudiants boursiers soient rétablis dans leurs droits, ont indiqué donc dans leur courrier datant du 15 juin ces étudiants. Nous aurons donc, si tout va bien, le président de l'association des élèves et étudiants guinéens vivant au Maroc, Karamoumouri Kamara. Il nous en dira plus donc sur cette actualité. Nous parlerons également, si tout va bien, des cornes d'œufs Autriche jugés propres à la consommation. Finalement, oui, vous allez entendre les explications de l'avocat maître Michael Diakité. Il nous donnera plus d'explications et bien évidemment d'autres sujets viendront meubler cet autre numéro des Grandes Gueules avec l'équipe du jour. Avec nous, Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Madame So, bonjour à tous. Bienvenue, Djiba Milimono. Bonjour ma tante, bonjour à tous. Ça va? Oui, ça va. Bien. Caps, bonjour. Bonjour Madame Hiro, bonjour à tous. Toujours fidèle aux instructions de l'ARSS. Bravo, hein, félicitations. Merci beaucoup. On a hâte que le Covid finisse. Vraiment, bonjour, bienvenue. Merci. Alphonse, ça va? Bonjour Djadia. Alors, on ouvre avec cette actualité, avec vous, bien évidemment, Antoine. Ce sujet qui a focalisé aussi les attentions, affaire Roby Melinda. Les auditions ont commencé mercredi. Oui, les auditions ont commencé mercredi et il faut déjà dire que depuis hier, on a vu que la toile s'est enflammée sur ce sujet. On a entendu beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses au sujet de cette affaire qui pratiquement a retenu les attentions. Mais les rumeurs ne sont pas les faits. Justement, on a même vu des éléments sonores publiés sur les réseaux sociaux également, dans des médias. Et nous, en tant que journalistes, il nous fallait aller chercher l'information. Il fallait aller comprendre ce qui ne va pas afin de pouvoir dire les choses telles que racontées par chacune des parties. Donc on a pris le soin d'écouter chacune des parties pour comprendre ce qui ne va pas. Ainsi, on a pu entendre Mademoiselle Belinda, c'est comme ça qu'elle se fait appeler, et ensuite notre confrère Robert Sarah Koulemo, qu'on a pu également écouter. Et dans un premier temps, Belinda et on s'est rendu à la brigade spéciale des personnes vulnérables. Justement. Où le dossier est ouvert. Du côté de la Bellevue. On a pu écouter Belinda qui, dans sa version des faits, affirme qu'ils se sont rencontrés sur Internet avec Roby, se sont connus sur Internet. Et c'était la première fois qu'ils se voyaient. Je crois que c'était le mercredi. Le mardi, ils se sont rencontrés mardi après qu'elle soit venue de Bokeh sur invitation donc de Roby. Elle est venue aux environs de 21h et quand elle est arrivée, elle est venue à moto au domicile de Roby. Elle a trouvé Roby à la maison en train de suivre le ballon et dans ses explications, elle dit ouvertement qu'elle a trouvé en mauvaise posture. Elle a trouvé en train de consommer de l'alcool, également de la cocaïne, selon la version toujours de la fille. Et lorsqu'elle s'est adressée à Roby, il lui a dit de l'attendre, qu'il était occupé. Donc elle est allée en chambre pour l'attendre. Et donc après le match, Roby est revenu dans l'intention de passer à l'acte avec elle, chose qu'elle n'aurait pas acceptée. Elle dit qu'elle ne peut pas tout de suite, après une première rencontre, passer à l'acte avec un homme qu'elle ne connaît pas encore. Donc Roby aurait insisté. Après, donc,
insistance et tout cela. Ils s'en sont suivis, selon la fille, des actes plus ou moins appréciables. Elle dit que Robbie a failli l'étouffer avec d'abord l'oreiller, ensuite le foulard. Par après, il aurait utilisé une lame contre elle, puis une bouteille d'alcool avec lequel il aurait tenté d'introduire, de l'agresser sexuellement. Et donc, elle a subi des coups. Elle dit qu'elle a subi un coup avec la bouteille sur la bouche, ce qui l'aurait fait saigner. Et par après, puisque ça continuait, elle a fait mine de s'évanouir. À la suite de cela, Robbie l'aurait laissé tranquille. Par après, elle a passé la nuit là le matin, il l'a laissé partir. Et, tout en lui demandant de signer un engagement sur un papier attestant qu'elle ne va pas... Qu'elle ne l'appellerait plus. Qu'elle ne va pas revenir sur cette affaire. Et donc, elle serait rentrée chez elle après cela. Et donc, hier, on a... Bien évidemment, elle n'a pas écrit l'engagement. L'engagement, selon toujours ce qu'elle nous dit, qu'elle n'a pas écrit l'engagement. Elle aurait refusé d'écrire l'engagement, elle est rentrée chez elle. Alors, on a tous vu la vidéo dans laquelle elle est en conversation avec Robbie. Elle l'a fait, je crois que c'était le mercredi. On a pu entendre les échanges entre les deux hommes. Hier, on est allé à la brigade de recherche. La question, Antoine, c'est comment l'affaire s'est retrouvée sur la toile, parce que la fille, elle était assise, elle appelait, mais on a l'impression que la personne qui filmait était debout. Ouais. Et la fille, moi j'ai échangé avec elle avant. Elle me disait qu'elle ne voulait pas que l'affaire s'ébruite. Elle voulait que ça reste confidentiel. Donc, moi j'ai été surprise de voir cette conversation se retrouver par la suite sur la toile. Même si certains ont dit que ça a été fait expressement. De l'autre côté, on a pu entendre également Robbie. Hier, lorsqu'on s'est rendu au niveau de la Bellevue, à la brigade de la Bellevue, on a pu écouter Robbie qui a non seulement dit clairement qu'il ne reconnaissait pas les faits qui lui sont reprochés, il a reconnu qu'il se connaissait avec la fille. Elle est venue effectivement chez lui à la maison, elle a passé la nuit là le matin, il lui a remis le transport, elle est rentrée. Mais il ne savait pas qu'elle se comporterait ainsi vis-à-vis de lui. Et donc, les accusations de la jeune dame, Robbie les a bottées en touche en disant qu'il ne reconnaissait pas ces faits-là, qu'il est même surpris qu'on l'accuse de tels faits. Et donc, c'est sa parole contre celle de Belinda. Il revient désormais à la justice de trancher dans cette affaire, parce que d'abord, il y a une plainte qui a été portée à la brigade de la Bellevue. Ensuite, il y a un examen qui a été effectué au niveau médico-légal, au niveau de Ignace Dean avec le professeur Hassan Ba. Hier déjà, le professeur Hassan Ba a établi des résultats, et il établit dans ces résultats qu'après examen, le professeur Hassan Ba demande l'ouverture d'une procédure pour agression sexuelle. Et donc, ça a été rendu au niveau des gendarmes. De l'autre côté, au CMC de Matam, et les examens seraient toujours en cours, et les résultats seront disponibles le mercredi. Et donc, hier, après audition des différentes parties, il a été convenu que l'affaire reprenne le lundi, toujours au niveau de la gendarmerie, en attendant les résultats. Il faut préciser la BSPPV, la brigade spéciale chargée des personnes vulnérables. Et donc, les échanges reprendront le lundi, et le mercredi, les rapports des examens seront disponibles. Je crois que c'est MSF qui produira ce rapport-là du côté du CMC de Matam. Encore une fois, on ne doit pas juger l'une ou l'autre des parties. Il faut attendre que la justice, au cas où l'affaire est judiciarisée, encore une fois, lorsque la gendarmerie finira son travail... La procédure a déjà commencé. Oui, elle va soumettre l'affaire à l'appréciation d'un juge d'instruction qui va ensuite déterminer s'il faut aller en justice ou non. Dans tous les cas, c'est la justice qui va déterminer qui des différentes parties a raison, même si on entend aujourd'hui des choses sur la toile, attestant de part et d'autre, jugeant les faits comme les gens le conçoivent. On va attendre que la justice se détermine sur qui des deux dit vrai dans cette affaire. Bien. Allez-y, Guiba Milmono. Oui, tout à fait. Comme il a dit, on va attendre les légistes pour nous dire effectivement est-ce qu'il y a eu... parce qu'à un moment donné, il y a eu tellement d'extrapolations, on parlait de viol, de tout. Donc, je pense que ces examens vont nous édifier un peu sur réellement ce qui s'est passé dans cette maison. Mais maintenant, sur la question de savoir, au départ, la fille ne voulait pas médiatiser cela. C'est vrai que les éléments sonores qui circulent, à un moment donné, moi, j'avais même appris qu'il
qu'elle ne voulait pas que ça soit ébruité parce que si sa famille se rendait compte de cette situation, eh bien ça risquait d'être une mauvaise publicité. Les échanges qu'on a eus, elle me disait qu'elle ne voulait pas que ça s'ébruite parce que ses parents ne savent pas qu'elle est à Conakry. À Conakry, voilà. Donc, est-ce que c'est finalement sa famille d'accueil à Conakry, ses tantes qui ont pu peser dans la balance pour l'amener à prendre la parole publiquement? Est-ce que c'est ce qui a motivé un peu cette sortie? Plutôt l'une de ses sœurs. L'une de ses sœurs, voilà. Donc, est-ce que c'est ce qui a motivé cette sortie aujourd'hui, ou c'est parce que tout simplement, à un moment donné, elle se disait moralement qu'elle n'arrivait plus à supporter un peu ce qui s'est passé? Donc, elle décide de prendre la parole. Maintenant que c'est fait, je pense que le débat, il s'est démocratisé, il est devenu public. Tout le monde essaie de commenter les choses. Maintenant, attendons de voir la suite des choses au niveau de la justice, mais aussi des services compétents dans le cadre de la médecine légale pour voir effectivement est-ce qu'il y a eu tous ces cas qui ont été cités, viol, agression sexuelle et tout. Donc, attendons de voir la suite des choses. Maintenant, globalement, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une situation qui tombe comme un couperet. Ça polarise toutes les attentions. Maintenant, c'est vrai que les ONG aussi de défense des droits des femmes sont montés au créneau. Je pense qu'ils sont aussi aux aguets pour voir un peu le développement de la situation. Effectivement, ils sont aussi dans leur rôle. Maintenant, c'est vrai, Roby, il a ce qu'on appelle ce critère de célébrité, parce que c'est un journaliste qui est connu. Et lorsque ça concerne une telle personnalité, forcément, ça peut aussi avoir plus d'impact sur l'espace public. Bien. On attend que donc, la justice se prononce. On attend lundi parce que les deux parties sont attendues à la BSPPV, comme on l'a échangé avec notamment le commandant Bernard qui gère ce dossier de ce côté, qui n'a pas voulu se prononcer justement parce que les enquêtes sont encore en cours, Mafoudia Bangoura. Ben oui, les enquêtes sont en cours. Je sais qu'il y a beaucoup qui disent attendre des réactions de nous, mais qu'est-ce que les journalistes que nous sommes, nous pouvons bien dire, le gros du travail aujourd'hui, le fond du travail revient à la justice. Parce qu'encore une fois... Ce que nous pouvons dire en tant que journalistes, c'est de relater les faits. Que ça nous concerne ou que ça concerne quelqu'un d'autre, je pense que les gens sont allés vite en besogne pour dire qu'on n'en a pas parlé. On ne pouvait pas en parler sans avoir des éléments sous la main. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais malheureusement, ce sont aujourd'hui des situations, lorsque c'est fait, avant même qu'on ait des éléments, vous voyez tout le monde réagir en même temps. Tantôt, on blâme trop celui qui est supposé violeur, tantôt on accuse celui qui est censé être, celle qui est supposée être victime, parce que quand on connaît aussi les réalités par rapport à certaines manipulations des femmes parfois qui accusent des hommes pour après chercher de l'argent et autres. Donc le débat est généralement houleux quand il y a des sujets comme ça. Et c'est évidemment à la justice de faire de trancher, de dire ce qui est réellement, parce que quand on prend ce cas-ci, il y a beaucoup de choses qui laissent beaucoup de personnes sceptiques. Par exemple, quand vous voyez la vidéo, parce que encore une fois, il faut le noter, c'est pas parce qu'une fille est venue chez vous que vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez. Non. Mais en même temps, il y a des incohérences, parce que quand on regarde la vidéo, par exemple, on sent qu'il y a quelqu'un qui est là, qui dit à la fille de dire ça. Et même la fille dans la vidéo, elle essaie de faire dire des choses à Roby. Par exemple, quand elle dit tu ne savais pas ce que tu m'as fait parce que tu es drogué. Donc je veux dire par tout ceci qu'il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte qu'on compte sur le sérieux de la justice, parce que c'est de l'avenir d'une fille qui est en jeu, et en même temps c'est l'avenir d'un homme, la carrière d'un homme, sa réputation qui est en jeu. Donc il est important de faire ce travail pour qu'on soit situé. C'est tout ce que nous demandons. La situation est aujourd'hui très complexe de par le monde. On a vu que le débat même a évolué au niveau du consentement, tellement de choses en Europe où des gens sortent des accusations, et même ici, je crois récemment, le dernier en cas, c'était Sidiki Diabaté avec cette jeune dame. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc c'est tellement compliqué qu'il ne revient pas à nous autres. C'est vrai qu'on aime bien sur les réseaux sociaux surtout s'adonner à ce jeu de jugement des uns ou des autres selon ce que nous croyons, selon la partie que nous jugeons capable de faire de telles choses ou de ne pas de faire de telles choses. C'est à la justice de trancher. Je pense que c'est arrivé à ce niveau, donc on ne peut que souhaiter que ce travail soit fait, parce que l'avenir de deux personnes en dépend. Bien. Allez-y, Caps. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à un niveau en Guinée où l'affaire de viol a attire l'attention de toute la conscience collective. Il faut, je pense, il faut mentionner, là on ne parle pas de viol.
Ouais, Bon, j'en viens. on parle Laisse-moi- violence, la précision est importante. Elle est importante. Oui, mais On je vais au parle- bout. Je ne suis qu'à mon introduction de mes propos. Vous C'est savez pour même te pas ce que permettre je... un peu de Je comprendre. comprends un petit peu. J'en viens. Aujourd'hui, Tu permets que je place ceci. On parle de violence sexuelle. Les violences sexuelles, c'est toute forme de violence, y compris l'agression physique par rapport à... Je vais te lire quelque chose pour que je vais lire quelque chose pour que l'opinion puisse comprendre. La violence sexuelle, c'est tout acte sexuel ou tentative d'obtenir un acte sexuel par la violence ou la coercition, les actes de trafic d'une personne ou les actes dirigés contre la sexualité d'une personne, quelle que soit la relation avec la victime. Les violences sexuelles désignent tout acte sexuel commis avec violence, contrainte, menace, surprise. En fait, même si tu n'es pas passé à l'acte, même s'il n'y a pas eu pénétration, quand pour en arriver à la pénétration, il y a eu des agressions physiques. C'est ça en quelque sorte les violences sexuelles en somme. Mais le viol, en lui seul est spécifique. La fille n'a pas parlé de pénétration. Il n'y a pas eu de pénétration, justement. Même si on parle de pénétration, on parle d'attouchement, parce que oui, ce qui m'amène à le dire, ils ont porté plainte et les raisons qui ont été évoquées, c'est des raisons de viol et de séquestration. Sexuelle. D'accord, ce sont ces choses qui sont évoquées en fait. Et donc c'est ce qui m'amène à le faire pour dire que la première chose, il faut qu'aujourd'hui l'opinion publique, surtout dans l'usage des réseaux sociaux, que les gens arrêtent d'aller très vite en besogne. C'est vrai que c'est un journaliste, c'est une personnalité publique, en un mot, qui est concerné par la situation d'un côté et de l'autre côté. Attention à ce niveau. Même l'État ne contrôle plus le pouvoir parce que il y a le journalisme citoyen. Lorsqu'il y a un problème dans la cité, les gens ils ont. Oui, mais cela ne veut pas pour autant dire. Oui, cela ne veut pas. On ne recoupe pas, on le regrette forcément. On ne recoupe pas. On le regrette, mais c'est devenu un débat aujourd'hui. On n'a pratiquement plus le contrôle de l'information avec les Donc ça fait que ça soit dans ce sujet ou même la politique. Vous remarquez aujourd'hui, même sur les questions politiques, les citoyens aujourd'hui, ils sont devenus politiquement actifs. Donc, ils donnent leur avis, ils prennent position, point de vue sur les réseaux sociaux. À la différence de nous, professionnels. Donc, c'est devenu un journalisme citoyen. En soi, je ne suis pas en train de faire un comparatif entre les deux éléments. C'est une invite en soi. Pour rappeler ces citoyens qui sont sur les réseaux à plus de responsabilités, eux aussi, par rapport à un certain nombre de faits. Quand on parle de violence sexuelle, on sait qu'aujourd'hui, les gens sont plus attirés par ce fait-là, mais cela ne veut pour autant dire qu'il faut se précipiter pour établir les faits. Et moi, au-delà de ça, il y a une question qui m'attire quand même. Parce que là, c'est une question de justice. On va laisser la justice aller au bout de tous les faits pour faire le. Mais moi, il y a une question qui m'attire plus. C'est que voici, quelles que soient les conclusions que ça va tirer. En soi, il ne faut pas qu'on oublie la source. Ce qui s'est passé en fait, c'est les symptômes, c'est ce qui s'est réalisé après. Mais il ne faut pas oublier la source. La source, la fille, elle a quitté depuis Bokeh en fait pour venir sur Conakry en soi. Il ne faut pas l'ignorer. Et ça appelle encore beaucoup plus de responsabilité au niveau des parents, mais au-delà de ça, au niveau des filles elles-mêmes. Pour savoir que désormais, une personne que tu n'as pas connue, une personne que tu ne connais pas, dans la logique, dire après qu'il faut venir te déplacer de là-bas pour venir jusqu'à Conakry, pour pouvoir être en contact avec la personne. Donc en soi, il faut que les gens soient plus responsables dans les choix en soi. C'est quand on ne vit pas dans un tel milieu. Bien. Vas-y, Alphonse, tu peux sourire. La situation m'amène à faire deux constats. Le premier constat, c'est que les gens sont allés trop vite en besogne. La fille, vous l'avez dit, ne voulait pas que la situation s'ébruite. De son entourage, ou je ne sais pas de quelle manière la situation se retrouve sur la toile, mais les jugements sont allés de part et d'autre. En fait, chacun spécule à sa manière en fonction de ce qu'il a compris de la situation. C'est ça le mot, spéculer. Cette spéculation aujourd'hui porte préjudice à la réputation de notre confrère Roby et à la dignité de la fille. Parce que de ceux qui croient en la culpabilité de Roby portent un jugement sans pour autant établir les faits. Tous ceux qui ne croient pas en la version de la fille sont en train de remettre en cause la personne et la dignité de la fille. Chose qui est préjudiciable pour tous les deux. Le second facteur, c'est quoi? C'est cette prise de risque pour les deux. En matière de relations sexuelles, il y a le non, même à l'étape post-rapport. En fait. Quand la personne ne désire plus, vous arrêtez. C'est le consentement. Le consentement. Quand la personne ne désire plus, même quand vous avez démarré les hostilités, vous apprenez à arrêter. Et de l'autre côté, il y a certaines prises de risque qu'il ne faut pas faire. La découverte de son partenaire est super importante en cette matière-là. Il faut connaître les délires
et les désirs sexuels de ses partenaires avant de s'engager dans certaines situations. Juste dire à Dr Alphonse Marat qu'à ce niveau, on n'est pas au stade de la pénétration ou non. Il y a eu des versions de part et d'autre. Il n'y a pas de fait. Voilà. De Melinda. Je suis en train de donner des conseils à d'autres. Excuse-moi, docteur. Ce n'est pas. Docteur Alphonse, Antoine, tu vois quoi là? Les grandes gueules. Ce n'est pas le cas Roby et Belinda. On laisse le soin à la justice d'établir la vérité autour de ça. Mais c'est un conseil pour aujourd'hui. Aujourd'hui, à cette jeunesse-là, qui n'a plus de limites. Il faut apprendre aujourd'hui à connaître les personnes avec lesquelles vous vous engagez, à connaître leurs limites, à connaître leurs désirs. Parce que ce qui est bien pour vous ou ce que vous désirez n'est pas forcément ce que l'autre désire. Et dans nos désirs, on doit aussi avoir des limites. J'espère que la justice fera la lumière sur cette affaire très rapidement. Parce que comme l'a dit Mafoudia, il y a 2 personnes dont les vies et les réputations sont engagées. Bien. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet. Les grandes gueules continuent sur Radio Espace Guinée. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. Vous nous regardez à la télévision un peu partout dans le monde et vous nous écoutez sur Fraternité FM du côté de Mamou. Merci de votre fidélité. Les grandes gueules se poursuivent avec cette actualité. Bien évidemment, on parle, Antoine Kourouma, du retour de Laurent Gbagbo hier, des heures constatées. Des heures constatées non seulement, mais c'est cette foule impressionnante qu'on a vue hier à l'aéroport aller accueillir Gbagbo, qu'on a senti très faible à son arrivée hier. C'est vrai qu'il a pris de l'âge, mais il n'est pas aussi... Très en forme. Il n'est pas très en forme, mais je veux dire qu'il n'est pas aussi âgé que ça. Il n'a que 76 ans. Et donc, on a fait le constat que la prison... physiquement... Ouattara est plus âgé que lui. Oui, Ouattara est plus âgé que lui, mais Ouattara, bon, tous les deux n'étaient pas dans les mêmes conditions de vie. Il revient au pays avec une joie qu'on a sentie hier chez ses militants. Il a atterri à l'aéroport à 16h et il a parcouru l'aéroport jusqu'à son ancien QG. Et c'est là qu'il a, pour la première fois, adressé des mots à ses partisans. Et on a, je l'ai dit tantôt, senti un Gbagbo pas au meilleur de sa forme, mais il a tenu à rencontrer ses militants et on a senti cette forme de complicité. On a senti que les Ivoiriens raffolaient de le revoir. Je parle de ses partisans, bien sûr, même si derrière il y a eu d'autres personnes qui avaient... Des gens qui ont manifesté avant son retour. Oui, mais des manifestations mineures. C'est vrai, ils sont pas nombreux. Ouais, on n'a pas très senti cela hier. On a plus senti cette joie d'accueillir Gbagbo. J'ai une vidéo. Oui, bon, je sais. Je sais. Hier, j'ai dansé à la rédaction parce que j'étais content de revoir Gbagbo enfin revenir. Les grandes gueules. En fait, c'est un homme qui, pour moi, est naturel. J'adore son côté naturel. C'est quelqu'un qui ne masque pas ce qu'il dit. Il est vrai. Il pense ce qu'il dit. C'est un panafricain dans l'âme. Et j'aime Gbagbo. Je le dis clairement parce que ce qu'il a traversé. N'importe qui ne fait traverse pas son parcours. À partir de là, ça entame son analyse. Bon, vous savez... Voilà, donc parle vite, je vais donner la parole aux autres. Commenter son arrivée d'hier que j'ai apprécié. J'ai apprécié qu'il soit revenu enfin dans son pays après 10 ans de prison. 10 ans de prison pour une personne, c'est pas toujours évident que vous reveniez avec la même forme avec une telle cote de popularité. Parce que il faut le rappeler, depuis 10 ans on l'attend. Madame Sow, j'étais à Abidjan en 2020 lors des élections présidentielles. J'ai vu des Ivoiriens le jour où Gbagbo devait parler à la télévision pour la première fois sur TV5. J'ai vu des Ivoiriens aller payer des postes téléviseurs dans le carton juste pour suivre leur président à la télévision. On a installé des sièges juste pour regarder Gbagbo sur écran géant. Quand il était 17h, mais aucune mouche ne pouvait voler. Vous pouvez entendre les mouches s'envoler, tellement les gens attendaient de le revoir. C'est comme la religion, je ne veux pas faire le comparatif avec l'UFDG en Guinée, mais c'est si comme parce que
là-bas, on idolâtrie Gbagbo, les gens l'aiment beaucoup. Voilà. Alors, mais tout ne s'est pas très bien Passé, passé. Djiba Minimono, il y a eu des heurts quand même. Oui, il y a eu des heurts, il y a eu des manifestants ont été gazés. Et justement, on a écouté un peu les responsables du parti FEIGO, c'est-à-dire Gbagbo-Rien, qui se recommandent aujourd'hui de lui, qui estiment que cette démarche du gouvernement violait l'esprit qui avait prévalu aux négociations dans le cadre de l'accueil de Laurent Gbagbo. Parce qu'il avait été dit, eux, ils souhaitaient qu'il y ait quand même, disons, un accueil triomphal et une forte mobilisation. Alors, le gouvernement avait interdit pour dire, bon, il faut éviter d'aller vers un comportement triomphaliste parce qu'il y a eu des morts en 2010 lors des élections, les blessures sont encore ouvertes, donc il faudrait éviter de heurter, disons, la susceptibilité de ces victimes et leurs parents. Donc il fallait qu'il y ait quand même un retour assez sobre et après qu'on allait voir un peu la suite des choses. Alors, et lui-même il a dit de lui permettre de pleurer ses morts. De pleurer ses morts, voilà, justement, parce que ça, il doit aller normalement à Gagnoa se recueillir sur la tombe de sa mère qui est décédée pendant qu'il était encore en exil devant la Cour pénale internationale. Donc il dit que pour l'instant on ne parle pas de politique, mais je vais pleurer mes morts. Et avant de lâcher quand même une phrase qui aujourd'hui donne à réfléchir lorsqu'il dit je suis votre soldat, je suis mobilisé. Et après c'est dans quel cadre? Est-ce que c'est ce soldat aujourd'hui de la réconciliation? Est-ce que c'est ce soldat aujourd'hui qui vient disons, mettre un thème de la politique, ou bien c'est ce soldat qui vient aujourd'hui dire à ces militants, j'ai quitté injustement le pays, je suis en fait de retour à la maison, on va reprendre le flambeau où on l'avait laissé, c'est-à-dire la lutte politique, et peut-être il va se lancer dans la lutte. Alors cette sortie-là, cette phrase-là aujourd'hui donne à réfléchir. Il y a des analystes qui commentent un peu ces déclarations, même si on sait que quand même Gbagbo, hier, il a voulu un peu jouer un peu la carte de la conciliation. Il a été assez sobre sur sa sortie. On l'a vu affaibli. C'est la campagne qui a été menée bien avant son retour. Son retour, parce qu'il y a eu d'abord, depuis quelques années, avant même Ambak, que son âme repose en paix, il s'est beaucoup impliqué dans le retour de Gbagbo. On avait mis en place ce qu'on appelle un comité national d'accueil pour son retour. Maintenant qu'il est au pays, la question qu'il faille se poser aujourd'hui, c'est l'après, disons, retour de Gbagbo. Qu'est-ce qui va se passer, sachant qu'il y a quand même une condamnation qui pèse contre l'homme, les 20 ans de prison dans l'affaire de la BCAO. Des victimes demandent à ce qu'il soit arrêté comme tout citoyen. Maintenant, l'autre élément, c'est que est-ce qu'on va étendre l'amnistie à Gbagbo au même titre que ses co-accusés, parce que d'autres ont bénéficié d'amnistie. Ils ont effacé non seulement la poursuite judiciaire, mais également aujourd'hui, ils ont retrouvé leurs droits civils et politiques. Ça les permet d'aller aux élections. Est-ce qu'on va étendre à Gbagbo, ou bien ça va être un élément pour Alassane pour amener Gbagbo à renoncer un peu dans les mois ou années à venir au combat politique? Bien. Voilà. Oui, bien, c'est une question. Allez-y, Kapsa, votre avis là-dessus? Voilà, moi, mon avis là-dessus, c'est que hier, à suivre le retour de Gbagbo, on voit tout de suite ce soldat de la réconciliation nationale. Parce qu'il ne faut pas oublier un fait. La Côte d'Ivoire, ça fait à peu près c'est à la bouche de tout le monde. Oui, et effectivement, la réconciliation. Le peuple même en a besoin. Parce qu'en réalité, ça fait 2 décennies quand même, Madame Miro, que le peuple ivoirien vit des crises. Guerre, crise qui ne finit pas. Et aujourd'hui, ils ont ce besoin-là. Et je pense que le retour de Gbagbo incarne quelque part cette réconciliation que le peuple ivoirien peut enfin avoir. Même si tous les acteurs ne sont pas là. Oui, mais effectivement, même si tous les acteurs ne sont pas là. Mais rien que le fait... pas rentré. Oui, mais je pense que ce n'est que le départ. Rien que le fait de voir une personne de la carrure de Gbagbo revenir sur le territoire ivoirien, déjà avec la notoriété, l'amour, comme le disait Antoine, qu'a ces militants, les Ivoiriens vis-à-vis de lui, plutôt des militants vis-à-vis de lui, feront quelque part que peut peser, sa décision peut peser dans la balance pour amener les gens quelque part à pouvoir accepter cette réconciliation. Et moi je pense que aujourd'hui ils ont plus à gagner à faire de sorte qu'ils puissent arriver à réconcilier le peuple ivoirien que de se lancer dans une lutte politique. Bien, allez-y Mafoudia. Alors aujourd'hui en Côte d'Ivoire on parle de réconciliation. C'est vrai que c'est important avec tout ce qui s'est passé, avec la crise qu'il y a eu, plus de 3000 morts officiellement. Moi je reste choquée. Et aujourd'hui Gbagbo est sorti de prison. On a Ouattara qui est au pouvoir.
on se pose toujours la question, alors qui est le véritable responsable des massacres qu'il y a eu? Qui l'a occasionné? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pour faire simplement, on dira que chacun a son rôle à jouer. L'autre voulait venir, l'autre ne voulait pas quitter. Et ils étaient tous focus sur le pouvoir, pas sur ce qui s'est passé. Donc, qui va situer la responsabilité? Les blessures sont ouvertes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Comment on va les guérir? Lorsqu'on sait que ce sont les faits politiques qui nous amènent souvent vers de telles réalités, moi, l'avenir me fait un petit peu peur parce que encore sur la scène politique, on verra encore Gbagbo. Et voyez Gbagbo qui est rentré hier. C'est un Gbagbo affaibli. On le tenait pour l'amener et pour l'aider à sortir de l'aéroport, le conduire à l'aéroport. Et même quand il a pris le micro, on sentait quand même quelqu'un qui était affaibli. Et moi, je reste convaincu que malgré tout ça, c'est un Gbagbo qui va vouloir encore aller aux élections en 2025. Et Ouattara, peut-être oui, quand on a encore des personnalités comme Ali Konan Bédié, avec son âge, qui reste encore à la tête de ces formations politiques, mais quel avenir il veut donner à la Côte d'Ivoire finalement? Je pense qu'il y a plusieurs années, on regardait hier un grand reportage sur cela, ça fait plusieurs années, ce sont quand même ces trois-là qui focalisent les attentions en Côte d'Ivoire. Et moi je pense que c'est à ces trois-là, à un moment donné, de faire un choix pour la Côte d'Ivoire. Ils ont tous l'âge aujourd'hui de s'éclipser, de donner une nouvelle dimension. Ils sont à la tête des formations politiques. Malheureusement, la réalité sur le continent voudrait que au sein des formations politiques, tout se fait autour de la personne des leaders, pas même de la formation politique. Donc c'est assez compliqué. Ce qui veut dire, lorsque ces gens-là, même à 100 ans, 130 ans, même s'ils ne disent, tant qu'ils ne disent pas « je quitte la formation politique », personne ne viendra leur dire de quitter. Seule la mort les enlèvera de là. Et d'ici là, quel avenir politique? Ces trois-là encore vont se quereller en 2025. Qu'est-ce qu'on veut finalement pour la Côte d'Ivoire? Moi, ce sont là mes inquiétudes. Et à ce que je vois, rien ne me rassure. Oui, juste pour enchérir ce que dit Mme So, parlons des trois hommes. On sait tous que Alassane s'est présenté pour un troisième mandat parce que selon lui, Bédié et Gbagbo ont voulu être candidats. C'était l'excuse. Il a dit par exemple qu'il faut que toute sa génération parte. Si sa génération a quitté le parti, il n'aurait pas été candidat. Parce qu'il a peur, ce qu'il n'a pas dit, il avait peur qu'une fois un opposant prend le pouvoir, qu'il ne veuille se venger. Imaginez-vous Gbagbo devenir président à nouveau. Il n'y a qu'à ouvrir et permettre au peuple de choisir. Gbagbo devenir président à nouveau. Il est évident que la plupart de ceux qui sont soutiens de Gbagbo voudront se venger d'Alassane pour ce qui s'est passé lors de la crise post-électorale. Donc, de vengeance en vengeance, on va assister à des choses inacceptables. Ce qu'il faut préciser dans cette histoire. Allez-y, Alphonse. Moi, l'inquiétude de Mafoudia est vraie. Elle est bien fondée. Mais moi, je ne trouve pas que cette situation va se poser. Parce que le Gbagbo qui est rentré hier sera plus préoccupé par son calendrier sanitaire que par d'autres situations. Et au-delà, la différence entre Gbagbo et les oufouettistes, c'est cet engagement pour la Côte d'Ivoire que Gbagbo a, la différence des autres. Gbagbo, Antoine l'a rappelé, c'est un panafricaniste 100%. Aujourd'hui, la tendance serait quoi? Gbagbo en train de préparer la relève. Et n'oubliez pas que Gbagbo a eu 10 ans pour former son genou qui est le ministre de la rue. Charles Blé Goudé. 10 ans pour quand même donner toutes les instructions ou passer cette école-là de la... Non, Antoine... Blé Goudé n'est pas du pays. Antoine... Même si ce sont plus Ado est oufouettiste, mais il est venu au pouvoir avec le RDR. Oui, donc aujourd'hui, c'est le président du COGEP, il a son parti politique. C'est ce que je suis en train de te dire. Il ne sera jamais candidat en Côte d'Ivoire tant que Gbagbo fait de la politique. Maintenant, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est bien possible aujourd'hui que Gbagbo passe la main à cette jeunesse-là. Il faut voir Michel, son fils. Peut-être on peut voir non, Michel n'a pas l'étoffe. Michel Gbagbo n'a pas l'étoffe. Il est député aujourd'hui. Je suis d'accord. Il est député aujourd'hui. Michel Gbagbo n'a pas l'étoffe pour remplacer son père. Attention, il y a quand même une maturation politique qui est là. Il est député, n'oubliez pas. Mais moi, le problème, c'est que c'est l'histoire qui se répète en Côte d'Ivoire. En 2002, on a vu Konan Bédié aussi est rentré de la même manière. Il a été accepté qu'il retourne au pays. Gbagbo maintenant qui rentre. Et on sait qu'après, les tensions reviennent. Ce qui est évident, c'est que la relève, c'est Blé Goudé et c'est Soro Guillaume. Aujourd'hui, pour finir, Djadja, pour finir, en 30 secondes. La situation en Côte d'Ivoire,
on verra encore plus clair les jours à venir. Car, comme l'annonçaient les Ivoiriens, c'est la fin de l'ère Oufoué. Et la relève, ce n'est pas Gbagbo, c'est plutôt ces jeunes qui sont nourris de l'esprit Gbagbo, l'esprit panafricaniste, l'engagement pour l'Afrique. Et je crois que si Gbagbo parvient à préparer sa relève comme il faut, la Côte d'Ivoire n'aura plus à s'inquiéter de cette question de leadership. C'est une question de relève. Alors, on revient ici en Guinée, Antoine Kourouma, pour parler de ces corned-beef, justement. Il y a du nouveau avec Maître Michael Diakité qui est en direct chez les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules. Avant de l'introduire, juste planter le décor pour... Bonjour, Maître. Bonjour madame. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Allez-y. Il faut déjà Antoine. rappeler qu'il y a 2 mois de cela, on avait été saisi par une famille, la famille Sangaré, qui s'était plaint d'une intoxication alimentaire. On avait commenté C'était pendant le mois de Ramadan. le Ramadan où dans une famille il y avait eu mort d'homme par rapport à la consommation de plusieurs aliments. Et le corned-beef Oderiche avait été indexé comme quoi c'était l'aliment à la base de cette intoxication-là. Donc à l'époque, on avait fait le commentaire et beaucoup avaient estimé qu'il n'est pas exclu que le corned-beef soit à la base de la mort du vieux. Donc il a fallu que l'Office national du contrôle qualité fasse des examens. On a suspendu la vente du produit jusqu'à la fin des examens. Aujourd'hui, on a les résultats du rapport qui est sous nos yeux, qui atteste que les résultats sont d'abord négatifs. Ça atteste que le produit Oderiche est propre à la consommation. Le produit n'aurait pas été à la base de la mort de ce vieil homme. Donc on va écouter l'avocat des établissements OGB et qui a des précisions à apporter à ce sujet. Bien, maître, alors, quelles sont vos explications? Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Guinée par rapport à cette situation? Parce que c'est une situation quand même qui avait créé polémique à l'époque. Oui, bonjour à tout le monde. Je voudrais commencer mes propos, madame, par présenter mes condoléances à la famille qui a perdu l'un de leurs suite à ces malheureux événements. Pour ce qui est des rapports d'analyse, il vous souviendra que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est pendant le mois de carême que ces événements se sont produits. Et immédiatement, l'Office national de contrôle de qualité s'est saisi du dossier pour ouvrir des enquêtes. Donc, bref, 3 rapports d'analyse ont été commandés parce qu'il fallait... Sur ce point, il faut préciser qu'il fallait diversifier les rapports, les sources d'analyse pour permettre aux gens de mieux comprendre la situation. Donc, le laboratoire national de Dakar a été saisi des échantillons des produits Oderiche. Le laboratoire de l'Office national de contrôle de qualité à Matoto a été saisi. Et le laboratoire du ministère de l'élevage de la République de Guinée a été aussi saisi. Sur ces 3 commandes d'analyse, 2 ont été produits. Le rapport de Dakar et celui du laboratoire de Matoto. Et comme M. Antoine l'a dit tout à l'heure, sur ces 2 rapports, il s'est avéré que les produits Oderiche étaient de qualité suffisante à la consommation humaine. Ce qui fait dire aujourd'hui que les produits Oderiche ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. D'accord, on a vu cette conclusion du laboratoire national d'analyse et de contrôle du Sénégal qui dit en conclusion échantillon conforme en ce qui concerne les critères déterminés. Alors est-ce que de façon exhaustive, est-ce qu'ils vous ont dit quels sont les paramètres qui ont été étudiés pour aboutir à une telle conclusion? Bon, vous savez, monsieur, moi je ne suis pas un technicien en matière de contrôle de qualité, hein, mais c'est un avocat. Les conclusions que nous pouvons tirer de ces rapports, c'est que pour le moment, rien ne peut être reproché à ces produits-là. Bien, allez-y, Caps. Alors maître, moi j'ai une question quand même à vous poser par rapport à ça, parce qu'il a fallu que cette accusation puisse venir de cette famille pour qu'on puisse se transporter au Sénégal pour aller faire le contrôle qualité. Mais moi j'aimerais savoir, bien avant cela, avant la mise sur marché de ces produits-là, est-ce que l'Office national du contrôle qualité de la Guinée avait Caps, déjà c'est pu... c'est l'avocat de la société. Non, mais c'est certes l'avocat de la société. En étant avocat, bien entendu, il doit disposer de cette information qui
peut nous permettre de savoir est-ce qu'avant que les produits soient sur le marché, avait eu l'autorisation de mise sur le marché. C'est ma question et c'est la première question que je vous pose, maître. Et la seconde question, au vu du fait que ces produits étaient déjà, c'était pour le moment interdit de vendre sur le marché bien avant que les études ne finissent. Après cela, aujourd'hui, est-ce que derrière l'État va accompagner cette entreprise parce que quand même ils ont pris un coup en termes de consommation, en termes de communication pour renforcer la conviction du peuple de Guinée pour dire qu'effectivement ces produits sont propres à la consommation et que le peuple de Guinée peut consommer? Sur la première question, ce que je vais vous dire, c'est que à l'importation, à la rentrée des produits en Guinée, des produits alimentaires, les colons bœuf, les sardines et autres, il y a un contrôle qui se fait pour s'assurer de la bonne qualité des produits importés et de la mise en consommation. Ce travail-là se fait au niveau du ministère du Commerce et au niveau du ministère de l'Élevage s'il s'agit des produits animaux. Maintenant, si ça a été fait dans notre cas, oui, parce que jusqu'à date, rien n'a été reproché aux établissements OGB pour ce qui est de la régularité des procédures d'importation. Maintenant, s'agissant de la seconde question relative aux préjudices commerciaux que nous avons subis, nous sommes au regret de constater que nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai demandé à mon client de faire une diffusion large de ces rapports pour un peu soigner l'image des établissements OGB et notamment des produits Audrich. Parce que comme vous le savez, nos produits ont été bloqués sur le marché, on ne les commercialise pas. Je pense que l'équivoque est levé après donc ces conclusions de ces deux différents laboratoires. Allez-y, Maître, ce qui aurait pu encore conforter dans votre position, ce serait le rapport d'autopsie sur le corps du monsieur décédé suite à la consommation de votre produit. Est-ce que vous avez exigé qu'il y ait une autopsie pour déterminer s'il n'y a pas d'autre cause que la consommation de votre produit? Il n'y a pas eu d'autopsie, justement. Il n'y a pas eu d'autopsie du corps et l'enterrement a eu lieu sans autopsie. Bien, alors maître Michael Diakité, merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin. Merci madame. Au revoir. Bien, on a écouté cet avocat Antoine Kourouma. Je pense que l'équivoque est levé sur la question de ces comptes. Justement, à l'époque, si vous vous rappelez, j'avais été très prudent sur la question en disant qu'il faut éviter d'enfoncer l'entreprise concernée par cette situation par rapport au chiffre d'affaires. Modibo a été victime de cela, on l'a rappelé tantôt. Modibo à l'époque avec Tiegboro, on a dit qu'il commercialisait de la viande pourrie. Alors que cette viande était destinée à autre chose. On a fait croire que ces shawarma et autres aliments à base de viande n'étaient pas propres à la consommation. Ce monsieur à l'époque, le temps pour lui de faire croire aux Guinéens que ce qui a été dit n'était pas vrai, beaucoup s'étaient désabonnés de son restaurant. Aujourd'hui, quand vous y allez, vous faites le constat que Modibo, d'avant et celui d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes parce qu'on leur a fait subir un préjudice. Aujourd'hui, pour ce cas-ci, la famille au départ, on a tous regretté la mort de ce vieil homme par rapport à ce qui s'est passé, mais on a dit qu'à l'époque, lors du ramadan, on consomme beaucoup d'aliments. Il peut arriver qu'on ne sache pas forcément ce qui est à la base de la mort de ce vieil homme tant qu'il n'y a pas d'autopsie. Donc, on a tout de suite accusé un produit comme quoi c'est celui-ci qui était à la base de la mort du vieux. Alors que le produit il est sur le marché, beaucoup de Guinéens le consomment. C'est justement ce qui fait la différence. Niveau, parce qu'avec le cas Modibo par exemple... À l'époque, on a vu que l'un des membres de la famille s'était levé, allé dans la presse avec un échantillon du produit, le montrer aux gens pour dire que c'est le produit là qui a tué notre parent. À l'époque, j'ai dit que c'était un peu trop vite allé en besogne. Il faut attendre de savoir c'est quoi les résultats du rapport médical ou encore des examens avant d'accuser le produit. Aujourd'hui, les rapports sont disponibles 2 mois après. L'avocat l'a dit, il y a eu un préjudice qui a été porté sur leur entreprise, mais il faut dire clairement que si c'est négatif, il est important que l'État
le ministère du Commerce notamment, s'il y a lieu de faire quelque chose afin de pouvoir lever le boycott des produits aux des riches, il faut le faire. Peut-être qu'il faut afin faire une déclaration. Justement. Mais je pense que ça aurait été dans un pays, dans un autre pays, cette famille aurait été inquiétée. Surtout la première personne qui a porté les accusations. Parce que c'est parti des réseaux sociaux. Après, c'est venu dans les médias et autres. Parce qu'en même temps, il faut dire ça. Vous n'avez pas fait d'analyse, vous n'êtes pas en mesure de certifier qu'une personne est décédée de tel produit. Donc, il faut faire très attention. D'autant plus qu'il n'y a pas eu d'autopsie. Il n'y a pas eu d'autopsie. Voilà, c'est bien dommage pour cette société. C'est pourquoi je disais, ça fait un peu la différence avec le cas Modibo, parce que là, c'était les services de Kegboro qui s'étaient trompés. On parlait là d'une quantité destinée à être jetée, et puis on a confondu comme si il y avait une grosse bourde. Et là, c'est un individu qui a estimé que son père est décédé d'un tel produit. Donc, ce sont des actes à éviter. Peut-être aussi sensibiliser et continuer à veiller sur la qualité des produits en Guinée. Bien, ce n'est pas fini. Nous marquons juste une pause. Nous reviendrons dans la deuxième partie pour parler de ces étudiants, de leur situation du côté du Maroc. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux.